Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Serge Brodovitch, bonjour. Bonjour. Alors 1878, c'est la date de naissance de Rabbi Levi Yitzhak, qui est le père du rabbi actuel. Effectivement, je crois qu'il fallait s'arrêter à cette personnalité, d'abord parce que le rabbi actuel s'y réfère énormément, non seulement par respect parce que c'est son père, mais aussi parce que ce fut son seul maître, paradoxalement, on le verra par la suite. Il faut se situer un peu dans la généalogie de Lubavitch, Rabbi Levi Yitzhak, pour situer donc son fils. Rabbi Levi Yitzhak est le 6e descendant du 3e rabbi de Lubavitch. Le 3e rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, a eu 6 fils qui ont tous donné naissance à des branches annexes, disons parallèles du mouvement Chabad. Et Rabbi Levi Yitzhak descend en 5e génération Shalom. Alors Rabbi Levi Yitzhak naît donc dans la Russie tsariste. C'est un grand kabbaliste, il faut le dire. C'est un kabbaliste d'une sorte assez rare, d'abord parce qu'il ne se livrera pas à ce qu'on pourrait appeler maintenant d'une façon un petit peu vulgaire de la kabbale opérative. Disons que c'est un kabbaliste intellectuel. D'abord, sa kabbale est déjà sérieusement, disons, ancrée dans ses connaissances talmudiques, et son œuvre consistera à voir dans toutes les histoires, dans tous les faits rapportés dans le Talmud, dans toutes les halachot, le côté spirituel, en analysant les personnages et les faits à la lueur de la structure de leur âme, et ça donnera une œuvre dont on reparlera par la suite, qui est assez riche et qui sera abondamment commentée par son fils par la suite. Alors, Rabbi Levi Yitzhak, évidemment, doit son prénom à une grande personnalité du chassidisme précédent, qui était Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Et donc, il devient rabbin, et c'est la période qui va nous intéresser, pendant 30 ans, de la ville de Yekaterinoslav, qui est plus tard devenue Dniepropetrovsk, j'ai réussi à le dire, durant laquelle donc il sera le rabbin. Il va avoir des moments très difficiles. À quelle époque exactement? En 1909. Il est nommé rabbin en 1909. Ça ira pas sans heurts. D'abord parce que vous savez bien que le mouvement sioniste commence déjà à se développer, que les hommes du mouvement sioniste local ne veulent pas du tout d'un schneerson dans leur ville, parce que traditionnellement les rabbis de Lubavitch étaient opposés non pas au retour en Israël, mais à l'idéologie sioniste telle qu'elle voulait s'affranchir du judaïsme religieux. Par conséquent, au début, ils étaient contre lui, et puis à la suite d'un entretien qu'ils ont eu avec lui, ils ont lancé un mot d'ordre qu'il fallait voter pour lui. Mais enfin, c'est une longue histoire qu'on ne peut pas développer. Et quelle était la nature de ses rapports avec Rabbi Yosef Yitzhak? Alors, je pense qu'ils ne se sont pas vus. Il était un chassid très attaché à lui. Et finalement, il sera encore plus attaché puisque son fils épousera donc la fille du rabbi précédent. La tradition dit que déjà Rabbi Shalom Dovber avait dit à son fils pour ta fille, il faudrait peut-être penser au fils de Reb Levik. Reb Levik était déjà, Rabbi Levi Yitzhak était surnommé familièrement par les chassidim de Reb Levik. Alors, il va connaître une période très difficile. Surtout après 1927, mais je pense qu'il faut d'abord évoquer un fait très intéressant puisqu'il a marqué le judaïsme de l'époque, et Rabbi Levi Yitzhak qui fut mêlé, c'était l'affaire Beilis. Bon, on va rappeler en quelques mots l'affaire Beilis. En 1911, on trouve dans une briqueterie le corps d'un enfant chrétien assassiné. Et puis, comme dans cette briqueterie, il travaille un juif qui s'appelle Mendel Beilis. Il est aussitôt accusé, et puis tous les vieux diables de libelles de sang et de crimes rituels ressurgissent, et puis cela donne une affaire au retentissement international. Alors, on sait bien que cette affaire était cousue de fil blanc, ça a apparu par la suite, c'était en quelque sorte la dernière cartouche que le régime tsariste, complètement à l'Alali, a tiré, d'une façon bien lamentable d'ailleurs, puisque ça a tourné à la débâcle, à son désavantage. Et Rabbi Levi Yitzhak a été mêlé
à cette affaire. Pourquoi ? Eh bien parce que la défense qui s'est organisée suivant plusieurs pôles a instruit le dossier sur du crime rituel, sur le plan talmudique et aussi sur le plan kabbalistique. Alors le dossier kabbalistique a été donné à Rabbi Levi Yitzhak, qui a donc instruit ce dossier. À l'époque, on est en 1911, il y a un petit garçon de 9 ans qui va aider Rabbi Levi Yitzhak a constitué le dossier kabbalistique. Ce garçon s'appelle Menachem Mendel. Il est né en 1902, et puis on en reparlera plus tard, puisqu'il deviendra le Rabbi de Lubavitch. Mais déjà, à 9 ans, il participe avec son père à l'instruction du dossier kabbalistique de l'affaire Beilis. Je crois que c'est assez intéressant à voir. Rabbi Levi Yitzhak va donc participer à cette affaire, et puis, comme on le sait, Mendel Beilis va être relaxé. Pour la petite histoire, on peut dire qu'il va finir ses jours, comme on le sait, aux États-Unis, à New York. Et lorsque Rabbi Yosef Yitzhak fera son séjour, Mendel Beilis viendra le voir un soir, en quelque sorte pour lui rendre hommage pour ce que la famille Schneerson a fait pour lui. Alors on est donc dans les années sombres, on va donc sauter dans les années sombres de la période pré-stalinienne. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté la Russie, et à ce moment-là, Rabbi Levi Yitzhak est en quelque sorte le dernier Schneerson de la dynastie, si on peut dire, des Schneerson, à affronter le communisme. Et je pense qu'on en parlera après la pause musicale. Combien d'enfants au total avait-il ? Au total, c'est un bien grand mot, Rabbi Levik et son épouse, la Rebbetzin Chana, qui, elle, rejoindra plus tard le rabbi après la mort de son époux aux États-Unis, et qui mourra en 1964. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel, qu'on connaît maintenant. Et ils ont eu un enfant qui s'appelait Rabbi Dovber. Dovber est mort tué par les Allemands dans un village d'Ukraine pendant l'offensive allemande en 40 ou en 41. On ne sait pas exactement. Ils ont eu encore un autre fils qui s'appelait Leibel, qui est décédé lui en 1952, un peu prématurément, et qui est enterré actuellement à Tzfat, qui a passé la majeure partie de sa vie en Angleterre. Rabbi Menachem Mendel, dont on parlera plus tard, est donc le seul survivant de la famille actuellement. Alors, quelle pause musicale nous proposez-vous, Serge Bonovitch ? La pause musicale, c'est un chant de Hakafot, de Simchat Torah, souvent chanté par les Chassidim actuellement, parce qu'il est attribué justement au père du Rabbi, Reb Levik.
Alors Serge Brodovitch, Rabbi Levi Yitzhak était donc l'une des dernières grandes figures du chassidisme à être resté en URSS. À être resté en URSS, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, part et il emmène avec lui en 1927 son futur gendre, l'actuel Rabbi Lubavitch, qui quittera donc la Russie en 1927 et qui ne reverra plus son père de sa vie. Il ne reverra sa mère qu'en 1947 par la suite, qu'il ramènera aux États-Unis après un voyage à Paris pour l'accueillir. Rab Levi Yitzhak est donc le dernier de la dynastie, si on peut dire, Schneerson, à rester en Russie, et la pression soviétique et bolchevique sera en conséquence sur lui, parce qu'il n'est rabbin que de la ville de Yekaterinoslav, mais en fait il figure, il a tout autour de lui, tout autour de lui s'est concentré, s'est cristallisé un certain espoir, et lui aussi est une forte tête. Il tient tête au pouvoir, il refuse de collaborer. Un épisode caractéristique, c'est le fait que, étant donné que le gouvernement avait nationalisé les entreprises de farine et qu'il fallait fabriquer des matzot, le gouvernement, pour Pessah, le gouvernement a requis de Rabbi Levi Yitzhak qu'il appose son cachet de cache-route systématique, et lui a refusé jusqu'à ce qu'il visite lui-même les usines, ce qui était vraiment une grande outrecuidance à l'époque. Pour raconter un autre épisode, les bolcheviks de sa ville ont demandé aux juifs de venir signer au commissariat un texte stipulant que l'allégeance de tout juif, la première allégeance, va au bolchevisme avant tout. Et dans sa dracha, dans son discours de Shabbat, le rabbi Levi Yitzhak reproche fortement aux Juifs d'avoir écrit cette hérésie, d'avoir signé cette hérésie, et il les engage à venir se rétracter. Et tous les Juifs viennent défiler le dimanche au commissariat bolchevique pour se rétracter. On convoque Rab Levi et on lui dit, mais enfin, vous savez ce que vous faites là, c'est anti-soviétique, c'est de la subversion. Il dit, pas du tout, c'est du civisme, parce que moi je veux pas que vos citoyens vous mentent. Lorsqu'ils ont signé qu'ils étaient d'accord avec vous, en premier, ils ont menti, puisque la première allégeance d'un juif va à la Torah. Alors après quelques actes de civisme de ce genre, bien évident que Rabbi Levi Yitzhak lui aussi aura sa coupe pleine et sera envoyé en captivité. Alors on va dire un petit mot quand même de ce qui se passe à Yekaterinoslav dans les premiers jours, les premières années du Rabbi. On aura l'occasion d'y revenir. Rabbi Menachem Mendel, comme ses frères, vont au Cheder. Ils auront également, comme tous les enfants, des professeurs de Cheder. Il se trouve que le petit Menachem Mendel n'aura qu'un seul maître finalement. Il aura son maître de Cheder qui lui apprendra les premiers rudiments, et ensuite son seul maître sera son père. On verra par la suite que, contrairement à la tradition en vigueur, il n'a pas suivi le cursus traditionnel du chassidisme, à savoir les yeshivot, etc. C'est un homme qui, après son père, sera en quelque sorte un autodidacte qui se consacrera lui-même à se bâtir lui-même. On sait déjà que très tôt, il a tendance à lire beaucoup de livres profanes. Il s'inscrit lui-même en candidat libre à des collèges. Il réussit lui-même des examens. On sait, d'après certains témoins, il y en a peu, mais on sait que sa chambre était tapissée de cartes du monde et de cartes de l'espace, de celles qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà un savoir très tôt, très éclectique. Et puis on l'a vu tout à l'heure, il a déjà participé à l'âge de 9 ans à l'instruction kabbalistique du dossier Baylis. Donc c'est un enfant qui déjà commence à affirmer certains dons, encore qu'il y a peu de témoignages sur ce qu'a été véritablement ces premières années d'apprentissage du judaïsme. Plus tard dans ses discours, il aura parfois quelques petites plaisanteries sur la façon dont ça se passait au Cheder, sur quelques aphorismes qu'il entendait de ses maîtres. Il se trouve que par la suite, Rabbi Levi Yitzhak ira donc en captivité en 1939. On viendra le prendre et on l'emmènera. Il ira de prison en prison jusqu'à ce que finalement il se retrouve pour 5 ans au Kazakhstan. Au Kazakhstan, sa femme, la Rebbetzin Chana, qui n'aura pas de nouvelles de lui pendant des mois, finira par le rejoindre là-bas, à Alma-Ata. Ah non, ce ne sera pas à Alma-Ata, pardon, ce sera à Tiali, comme on va le voir. Et c'est là-bas qu'il écrira l'essentiel de son œuvre. Il n'a pas de papier, et il écrira l'essentiel de son œuvre kabbalistique, donc, sur les marges blanches des quelques livres qu'il a pu emporter. Alors il restera combien de temps 5 ans. Il mourra en août 44.
dans cette ville de Tziali. Il demeurera là-bas dans des conditions de misère épouvantables et de déchéance. Et que devient le petit Menachem Mendel? Alors le Menachem Mendel n'est déjà plus petit. En fait, il a déjà quitté la Russie avec son futur beau-père. À ce moment-là, en 1944, le rabbi a déjà franchi l'Atlantique. Il a quitté la France occupée. On y reviendra. Et il n'est pas encore le rabbi Lubavitch. Donc il est déjà parti avec Rabbi Yosef Yitzhak. Oui, il est déjà parti. Certains disent qu'il aurait avoué ne pas se pardonner d'avoir laissé son père sans le revoir, puisque depuis 1927, il ne le reverra pas. Il n'aura un jour qu'un télégramme, un jour de 1944, que son père est parti. Et c'est en 1947 que sa mère, qui a survécu, arrivera à Paris, après s'être caché longtemps, et que son fils viendra l'accueillir. Ce sera le dernier voyage du reste que le rabbi fera à l'extérieur des États-Unis. Alors je crois savoir, Serge Brodovitch, que vous vouliez nous lire une lettre, un texte. Je voudrais terminer. Qui a été écrit à quelle date? C'est un texte, c'est une lettre qui a été écrite par Rabbi Levi Yitzhak lorsqu'il était à la fin de sa déchéance, à la fin de sa captivité, lorsqu'il était véritablement épuisé. Cette lettre montre énormément ce qu'est le personnage. Je pense qu'il en émane une certaine grandeur, et ça montre un peu sa profession de foi kabbalistique et son engagement dans le judaïsme. Je m'appelle Levi Yitzhak, fils de Zelda Rachel. J'ai été déporté durant 5 ans dans la ville de Tziali de la province du Kazakhstan. Cela s'est passé comme suit. J'ai été incarcéré depuis le 9 Nissan 1939 jusqu'au 15 Shvat 1940 en 5 prisons différentes. À Dniepropetrovsk, puis à Kiev, puis à nouveau à Dniepropetrovsk, puis à Kharkov, enfin à Alma-Ata. En tout, 303 jours, chiffre qui correspond à la valeur numérique de l'écriture explicite de la voyelle Sheva. Quand m'a-t-on annoncé que mon cas relevait du NKVD? Ce fut la veille de Hoshana Rabbah, peu avant l'aube, dans la prison de Dniepropetrovsk. Ils me condamnèrent à ces 5 ans de déportation. Tout cela est évidemment issu de la très haute providence et dû à mes nombreux péchés et fautes. Et puisse le bon Dieu, dont la miséricorde ne s'épuise pas, avoir de la compassion pour moi-même et les miens, au sein de toute la communauté d'Israël, par le mérite de mes saints ancêtres, et rapidement me faire quitter la détresse pour la liberté et me ramener aux miens, mon épouse et mes enfants. Et puissais-je me trouver avec eux dans la sérénité afin de pouvoir me consacrer à la Torah, à la prière, à la bienfaisance, pour de longs et nombreux jours. Amen. En fait, mon nom tout entier caractérise la sévérité et la rigueur. Ainsi, la valeur numérique de mes 2 prénoms, Lévi et Yitzhak, est 254, celle du mot Neder, le vœu dont la source est la sphère de Bina, de laquelle sont issues toutes les rigueurs. Et lorsqu'on y associe le fait que je suis Ben Zelda Rachel, on obtient alors 656. Ce chiffre correspond à la somme des valeurs numériques du nom Elohim, le nom qui caractérise la rigueur, explicitement écrit sous toutes ses formes et augmenté de la valeur de ses voyelles. 656, c'est aussi la valeur du mot Shushan, la rose. De plus, Sho, c'est la valeur de Levi Yitzhak. Shan, c'est Levi Yitzhak Ben. Et Shan, c'est la valeur de Zelda Rachel. Et la rose rouge caractérise la sphère de Bina, source de toutes les rigueurs. C'est ainsi que le jour de Yom Kippour, dont l'essence spirituelle est la sphère de Bina, le premier cantique de l'office de Moussaf commence par le mot Shoshan, Shoshan et Mekayuma. C'est ainsi également que l'encensoir utilisé au temple le jour de Yom Kippour était en or rouge. Et l'on sait qu'un lien existe entre Yom HaKippourim et Purim, Purim dont justement le théâtre fut la ville de Shushan. C'est ainsi également que j'ai été incarcéré durant 303 jours. La valeur du nom désignant la voyelle Sheva, qui, comme on le sait, caractérise la rigueur. J'ai également été déporté 5 ans, qui correspondent aux 5 attributs divins de la rigueur. Du reste, je m'appelle Lévi, et le temps d'apprentissage des Lévi'im au temple était de 5 ans. Lévi'im possède du reste la valeur numérique du nom Elohim, celui de la rigueur, évoqué plus haut. Sache également que la valeur de 5 fois le mot Shana, année, correspond à la somme explicite des 22 lettres de l'alphabet, augmentée de celle des 5 qui sont doublées par une lettre finale. Car les lettres sont issues des 5 formes de sons émis par la bouche, lesquelles correspondent aux 5 attributs de sévérité. C'est la raison pour laquelle on apprend à l'enfant à lire à 5 ans. C'est ainsi que mes 5 détentions en prison correspondent aux 5 attributs de sévérité. Et bien que j'ai été détenu 2 fois dans la même ville, j'y ai été emprisonné dans 2 prisons différentes. J'ai été remis entre les mains du NKVD la veille de Hoshana Rabbah, le jour où est scellé le jugement, le jour également où l'on frappe les 5 feuilles de saule pour apaiser les 5 sévérités. C'est ainsi également que l'on m'a mis dans l'ombre et déporté à Tziali, qui dérive de Tzal, l'ombre. Et Tziali a la valeur numérique de Tzal El, l'ombre de Dieu. J'y suis arrivé le 19 du mois de Shevat, un lundi, le second jour de la semaine qui caractérise la sévérité. 19 et 2 font 21, et Hoshana Rabbah est justement le 21 Tishri. Puisse être la volonté de Dieu que soient très prochainement adoucies toutes les rigueurs et toutes les sentences, que l'ombre soit retournée en lumière et au bien manifeste, et que je puisse retourner chez moi en paix. Amen.
C'est signé Levi Yitzhak Schneerson. Voilà, donc Levi Yitzhak en captivité, une lettre, ce qui est aussi une sorte de cours de Gematria. De profession de foi. De Gematria. Alors, quelques mots, si vous voulez bien, pour conclure, pour cette fois-ci, Serge Brodovitch, sur l'atmosphère dans laquelle Menachem Mendel, le rabbi actuel, a baigné étant jeune. Il a baigné dans une atmosphère de grande dignité, d'abord parce que son père était un leader de communauté très éclectique. Rabbi Menachem Mendel a déjà fait l'apprentissage communautaire dans la mesure où Rabbi Levi Yitzhak, étant une des dernières grandes personnalités du monde orthodoxe à vivre en Russie, avait autour de lui concentré une communauté très éclectique qui venait le consulter sur de nombreuses affaires. Et Rabbi Menachem Mendel, on le verra, a fait un apprentissage communautaire, un apprentissement d'engagement communautaire. Il a vu un peu ce que devait être l'engagement d'un leader, car son père en était déjà un. Il a vu également le monde, il a eu accès très tôt au monde profane, parce que on dit que, étant donné qu'il avait une mémoire assez phénoménale, la fierté de sa mère, c'était de lui présenter un journal en russe pendant quelques instants et de lui demander devant ses amis de lui réciter par cœur toutes les colonnes de la première page. Ce qu'il faisait d'une façon très très réticente d'ailleurs, puisqu'il s'en allait en claquant la porte lorsqu'il avait fait ça, parce qu'il avait horreur de montrer ce qu'il était. Il a fait un apprentissage qui lui donnait déjà une interface, qui lui a déjà montré une certaine interface du monde qu'il allait affronter par la suite. Bien, alors nous aurons l'occasion, Serge Brodovitch, donc de revenir sur la personnalité de Menachem Mendel, du rabbi de Lubavitch d'aujourd'hui, contemporain, au cours du prochain épisode et bien sûr au cours de tous les épisodes suivants. Effectivement. Merci Serge Brodovitch et à bientôt. C'était Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.